Merci, bonjour amis téléspectateurs de Amani TV, bienvenue encore dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Souad Aden Ousmane. Madame Souad, bonjour. Bonjour. Elle est la directrice donc de CODA, la Coalition pour le dialogue pour l'Afrique, et vous êtes à Dakar dans le cadre d'une conférence que vous organisez. Effectivement, nous sommes ici pour une conférence qui se tiendra le 13 et le 14 au Radisson Blu de Djamnaja sur les flux financiers illicites et le recouvrement des avoirs dans l'industrie des extractifs. Vous organisez cet événement avec, en tout cas vous co-organisez avec d'autres acteurs également. Absolument, nous co-organisons cette réunion avec le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, avec le Forum civil qui sont responsables de Transparence internationale au Sénégal, Birahim Seck, avec mon collègue Ibrahima Sall de Transafrica et mon collègue qui est lui basé à Arusha, dans la même ville où le Conseil consultatif de l'Union africaine est, Dondea, c'est l'Union panafricaine des avocats, pas nous. Et avant de revenir à ce programme justement, l'ampleur avec en tout cas les flux financiers illicites, le trajet c'était depuis 2010, de façon résumée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces combats que vous menez? On parle de 80 pour certains rapports à $100 qui échappent au continent chaque année. En effet, il y a en 2010 la conférence des ministres africains de l'Union des finances, de l'économie et du plan de l'Union africaine et des Nations Unies, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique avait mis en place un groupe de haut niveau. Le groupe a commencé son travail, la décision a été prise en 2010, effectivement, le groupe a été mis en place en 2012. Ils ont travaillé pendant 2 ans, ils ont rendu leur rapport qu'on appelle communément le Mbeki Report on illicit financial flows, le rapport de l'ancien président Thabo Mbeki et de son groupe sur les flux financiers illicites en 2014 et au ministre, et en 2015 c'est passé au niveau des chefs d'État, c'est devenu une décision, ce qu'on appelle la déclaration spéciale de l'Union africaine sur les flux financiers illicites. Et effectivement, à ce moment-là, d'après les calculs, les méthodologies qu'on avait adoptées, parce que c'est un phénomène qui est encore assez contesté, la définition, la plupart des acteurs, surtout non-africains, continuent à chercher à définir, mais de point de vue africain, et on a retenu une définition, on a utilisé une méthodologie, et on avait estimé en 2014 qu'on parlait de 50 milliards de dollars. Et effectivement, Abdullah a absolument raison, depuis en 2018, la CNUSED a sorti son rapport, en 2020, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique ont sorti le rapport et ils parlent effectivement de 80 à 100 milliards de dollars par année qui fuient le continent. Et c'est énorme comme impact. Absolument, c'est un manque à gagner pour les programmes de développement durable, pour les programmes sociaux, et c'est le financement de notre développement qui ne vient pas dans les coffres des États. Et c'est peut-être ce qui vous amène à justement poser le débat sur le recouvrement des avoirs ou encore la réparation. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces éléments? Alors, effectivement, le recouvrement des avoirs est un domaine un peu particulier. Toujours la même chose, nous avons en tant que continent un rapport un peu particulier avec le reste du monde. Nous avons servi de terre nourricière, voilà. Et puis, on s'attend à ce que nous produisions que des matières premières pour que le reste du monde se développe. Il n'y a pas de transformation de nos matières premières, donc on ne retient pas de la valeur de nos ressources comme il faut. Mais pire que ça, le fait que et puis l'Union africaine est en train de s'occuper de ça, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'intégration régionale, la plus grande décision que les chefs d'État aient prise depuis le traité d'Abuja, qui est de mettre en place la ZLECAf. La ZLECAf n'est rien d'autre qu'en disant nous devons
augmenter le commerce entre pays africains et nous devons nous assurer que le plus gros de la valeur ajoutée, surtout de nos matières premières, se fasse sur le continent. C'est très ambitieux, il part de jusqu'à 60% de la valeur ajoutée qui doit être retenue sur le continent. Et donc, il s'agit bien de parer à ça. Alors, en 2020, on a poussé un domaine pour lequel on a jusque-là eu vraiment un peu de mal à se faire entendre, qui est celui où quand on dit il y a des flux financiers, un phénomène systémique qui a été là, qui n'est rien d'autre qu'une façon moderne de ce que la colonisation avait mis en place, d'extraire. L'extractivisme qui a justifié la colonisation justifie l'existence de tous ces intermédiaires, de toutes ces méthodologies que tout le monde utilise, surtout dans le secteur, dans l'industrie des extractifs, qui contribue le plus à ça. Justement, il y a des rapports qui montrent que plus de 60% des flux financiers illicites passent par le secteur extractif. C'est peut-être ce qui justifie également le choix, surtout avec ce programme, d'insister sur ce secteur. Absolument, il faut un peu insister. Alors, jusque-là, on ne liait pas nécessairement le recouvrement des avoirs à l'industrie des extractifs. C'était surtout d'arrêter l'extractivisme, de ne pas créer de la valeur ajoutée sur le continent, que les multinationales font toutes sortes de choses qui ne sont pas très claires pour ne pas payer les taxes au gouvernement. C'est tout ça. Le combat était à ce niveau-là. Mais il s'est passé quelque chose d'assez important l'année dernière. En mai l'année dernière, le département de la justice américaine a épinglé une multinationale qui est quand même une très grande multinationale qui opère dans beaucoup de nos pays, Glencore. Et ce qu'on appelle maintenant communément le scandale de Glencore est en fait un scandale qui montre qu'ils ont utilisé des méthodes qui relèvent de ce que font les cartels de criminels, porter des sommes astronomiques qui vont être récupérées dans des banques suisses, on prend des avions privés, on atterrit dans une capitale africaine, d'un pays qui a une administration qui fonctionne pour distribuer ça, on récupère encore beaucoup d'argent, on part d'une capitale africaine à une autre capitale africaine, on continue, on se demande qu'est-ce qui facilite tout ça. Et puis, ça va au-delà maintenant. Alors, ils ont reconnu quand même beaucoup de crimes qu'ils ont commis, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, parce que dans les deux cas, la justice américaine et anglaise a montré parce qu'il faut énormément de moyens et de capacités techniques pour pouvoir faire des investigations de ce niveau. Et ils l'ont fait. Et ils ont trouvé que ces gens-là sont coupables. Ils ont plaidé coupables immédiatement. Ils ont, dans un cas, payé plus d'1 milliard de dollars aux États-Unis. Comme amende. Oui, ils ont payé, oui. Et dans le cas de l'Angleterre, plus de 700 millions de pounds. Et dans les deux cas, rien ne s'est passé ni aux États-Unis ni en Angleterre. Tout ça s'est passé dans 6 pays africains. Ils le reconnaissent. Et donc votre préoccupation, c'est qu'il y ait une voie africaine qui fasse en tout cas prévaloir. Oui, déjà il y a des trous dans le système judiciaire international et on se demande qu'est-ce qui se passe quand ce genre de choses. Alors déjà on a du mal à les arrêter parce que nous tous nous le sentons, nous le voyons, il n'y a rien qui sort de ces industries-là. Comment ça... Mais voici un cas où ils ont démontré pourquoi ça arrive. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Justement, quand on parle de ce scandale avec Glencore qui s'est passé en mai 2022, parfois, vous évoquez également des acteurs qui ne sont pas forcément pointés du doigt, que ce soit des banques, des avocats. Absolument. Alors, on a un peu de mal à se faire entendre parce que le rapport que la plupart de nos anciens colons ont eu avec notre continent de façon générale, c'est de ne pas respecter notre leadership, de ne pas respecter nos institutions, ils ne respectent pas nos solutions. Alors, peu importe ce qu'on leur dit pour améliorer la transparence, ils sont toujours bien calés sur ce qu'ils veulent voir arriver, jusqu'au point où on se demande est-ce que ce sont des instruments crédibles, comment ça se fait qu'ils ne l'aient jamais vu. Ils génèrent quand même des données et ils ont une capacité importante. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Alors, ce sera vraiment de tendre la main à l'ITIE, disons, de porter à leur attention ce qui vient de se passer
et puis de leur demander de tenir pour responsables ceux qui sont responsables et que bon, ils n'ont pas de mal à dire à nos gouvernements quand il y a quelque chose qui se passe et qu'ils ne sont pas d'accord. Donc il faut qu'ils puissent le dire aux multinationales également et avec la même vigueur. On sait que l'ITIE, quand on voit en tout cas la production des données et également beaucoup de travaux qu'ils font, on voit que c'est d'une part important, mais vous aimeriez quand même qu'ils tiennent les responsables, en tout cas pour auteur de ces C'est-à-dire qu'à la limite, on voudrait savoir comment on va pouvoir travailler avec eux. Parce que nous, notre crainte, c'est qu'on parle de ce problème, on parle de ce phénomène de flux financiers illicites, on parle de la difficulté de recouvrement qu'ont nos pays et nos négociateurs pour le recouvrement des avoirs, pour toute la question de la réparation, dont la plupart des pays qui sont responsables n'est même pas sur la table proprement. Donc, on a déjà tout ce... Mais quand on parle d'un instrument global qui génère autant d'informations, notre préoccupation maintenant, c'est de dire, mais comme nous essayons également d'arrêter ces flux financiers illicites, comment est-ce qu'on peut utiliser vos données justement pour éliciter? Parce que des fois, c'est une question de mauvaises données ou de données qui ne sont pas très crédibles ou des données qu'on ne donne pas, parce que c'est quand même un domaine... Ou des données qui défendent des intérêts tout simplement, ou qui ne prennent pas en compte, je ne l'espère pas, parce qu'il faudrait qu'on évite de jeter l'eau sale du bain et les bébés avec, parce que quelque part, quand on commence à casser les instruments, on n'a pas de moyens de travailler. Donc c'est un de nos gros moyens pour gérer cette question. Il faut simplement qu'on leur rappelle leurs responsabilités, que c'est un appel africain, que s'il s'est passé quelque chose d'aussi important aux États-Unis, en Angleterre, pour des problèmes qui ont été créés pour 6 pays victimes, alors c'est clair, ils vont nous dire, oui, mais c'est parce que vous avez beaucoup de corruption dans la classe politique ou l'élite africaine. Très bien, mais les produits de la corruption vont où? La corruption sert à qui d'abord? Dans notre rapport, le rapport Mbeki, ben, les produits de la corruption, c'est même pas de 3 à 5%. Ensuite, il y a beaucoup de criminalité, mais ça va jusqu'à 30%. Plus de 60% de ce qui se passe dans les flux financiers illicites, ces transactions transfrontalières, sont surtout pour des questions commerciales. Donc, c'est le commerce transnational. Absolument. Donc, surtout l'industrie extractive, c'est une industrie qui semble s'être organisée autour d'une chaîne de valeur où les choses ne sont pas toujours très claires, disons. Donc, on ne veut pas être alarmiste, on ne veut pas juste casser ce qui existe, mais il faudrait, s'ils ne jouent pas leur rôle, qu'on détermine pourquoi, de quelle manière ils peuvent mieux gérer cette question et qu'on regarde de très près comment effectivement tous ces acteurs qui sont dans notre consortium, nous avons un consortium, j'en ai mentionné quelques-uns, les co-organisateurs de notre conférence, qui se tient en marge de la grande conférence internationale de l'ITIE à Dakar. Mais c'est surtout le communiqué final que nous cherchons à faire sortir, suite à 2 jours de consultation de tous les acteurs africains, c'est de dire à l'ITIE, ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé, comment est-ce que vous allez prendre ça en charge? Justement, donc, avec la conférence mondiale de l'ITIE, vous, quelles sont les stratégies que vous comptez adopter? Mis à part peut-être à la fin de ce programme que vous organisez, quelles sont les perspectives justement pour en arriver au point où l'ITIE vraiment prenne en charge ces questions africaines? Pour le peu que je sache, je suis sur ces financements-là pour parer au manque que nous avons de notre développement. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir dans cet entretien. Merci infiniment, Guilherme. Merci beaucoup. Merci donc à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. C'était avec Souad Aden Ousmane, directrice exécutive de la CODA, la Coalition pour le dialogue en Afrique. Et c'était un plaisir de vous présenter cet entretien donc pour Amani TV, Label et Impulse Radio. À très bientôt. Thank you.